On a parlé de rugby il y a pas longtemps, de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France, mais figurez-vous que ça s'est pas passé comme sur des roulettes, enfin en tout cas comme les organisateurs auraient bien voulu, enfin l'auraient imaginé, auraient bien voulu que ça se passe, et notamment un certain Emmanuel, un petit Emmanuel qui s'est fait siffler copieusement, et c'était presque... Qu'est-ce que ce moment était jouissif. On va voir ça ensemble. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Yes, welcome sur la télé 42, c'est Dose Geek, bienvenue sur votre nouvelle dose de geek, c'est reparti, et on démarre tout de suite, on enchaîne avec la vidéo du président de la République qui essaye de faire un discours pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France, le 8 septembre 2023, et vous allez voir, c'est épique. Alors il essaye de parler, mais en fait il est couvert par les sifflets. Je sais pas si on entend bien dans la vidéo. Et on voit qu'il a le sourire crispé. Et il voit bien là il souffre là. Là il est dans la lutte. Donc il va faire son discours, mais il voit bien que tout le monde se fout de ce qu'il dit. Et ça, c'était vraiment le moment imprévisible de l'événement. Là, le moment où en fait, il perd complètement le contrôle. Combien de fois on a eu des séquences dans la temporalité du débat en France, des débats en France avec notamment les conseils, pas les conseils citoyens, les débats citoyens qu'ils avaient organisés pour essayer de redonner un minimum la parole aux Français mécontents, et où en fait, comme par hasard, les personnes qui prenaient la parole, on s'est rendu compte que, ou même dans les meetings ou les visites organisées, les gens qui étaient là pour acclamer les politiques, c'était des personnes, pour interagir avec les politiques, c'était des personnes qui avaient été sélectionnées par le service de sécurité ou les services politiques, enfin les partis politiques, afin de ne pas faire de vagues et que la visite ou les échanges se passent dans les meilleures conditions possibles. Un peu comme cette fameuse vidéo, vous avez vu, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Justin Trudeau qui faisait le même exercice de débat avec des citoyens au Canada, et en fait on voyait que lui-même qui est censé défendre la démocratie, c'est un des premiers à la remettre en cause, puisque il n'hésite pas à faire arrêter par la police des personnes qui l'abordent lors de ces débats publics pour lui poser les questions qui dérangent. Et après, il invoque le respect de la démocratie et qu'il n'y a aucun moyen de discuter à partir du moment où les gens ne veulent pas l'écouter. Donc pour lui, la démocratie, et c'est un peu comme Emmanuel Macron, hein, puisque on les appelle les young leaders, hein, ce sont ces jeunes dirigeants des pays occidentaux qui vont régulièrement se réunir au World Economic Forum ou dans les grands sommets comme le G20 et autres. Et qui ont finalement la même façon de gouverner. Ils ont ça en commun. Ils ont la même ligne directrice. C'est-à-dire la démocratie, d'accord, mais dans un seul sens, c'est-à-dire vous m'écoutez parler et vous n'avez pas le droit à la parole, ou en tout cas je veux bien vous entendre, mais si vous parlez dans le même sens que moi, si vous avez le même avis que moi, si vous avez un avis divergent, vous m'intéressez pas, et là je clôt le débat. C'est ça en fait. Et donc là le peuple français s'est enfin exprimé.
à travers cette cérémonie d'inauguration, où là, en fait, le président et ses services de sécurité n'ont aucun moyen de contrôler le public, hein, puisque là, il y a plusieurs milliers de personnes, hein, plusieurs centaines de milliers de personnes réunies au Stade de France, et là, il perd complètement le contrôle. Et c'était pour ça aussi qu'il avait refusé de faire un discours, d'intervenir pour la finale de la Coupe de France de foot. Ça avait fait débat à l'époque, je crois que c'était en juin. Il n'avait pas souhaité s'exprimer en public au Stade de France, encore une fois, pour la finale de la Coupe de France de foot, parce qu'il se doutait. Alors le public du foot, en général, est encore plus dissipé, on va dire, que le public du rugby. Il est un peu moins discipliné, on va dire. Et donc, il s'attendait évidemment à être sifflé encore une fois, hué, et c'était à l'époque encore la période on était sur la fin des mouvements de manifestation contre la réforme des retraites. Donc évidemment tout ça cumulé, la réforme des retraites, l'inflation, l'explosion des coûts de l'énergie, les milliards donnés à l'Ukraine sans limite, les contraintes de l'Union européenne, l'insécurité qui explose, l'immigration qui explose aussi, et les Français voient tout ça qui arrive, subissent de plus en plus, et ils n'ont aucun moyen de peser dans le débat public, d'influer les choix politiques qui sont faits. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les Français en ont marre, et que la coupe est pleine, et qu'ils ont besoin d'exprimer ce mécontentement, cette colère. Donc on demande systématiquement aux Français de faire des efforts, et en parallèle de ça, et en même temps, on leur donne un coup sur la tête à chaque fois. Un nouveau coup sur la tête. Et les classes moyennes s'enfoncent de plus en plus, petit à petit, au fur et à mesure du temps qui passe. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée en France. Je crois que j'entendais à la radio cette semaine, les chiffres de la pauvreté avaient encore une fois augmenté. D'ailleurs, les Restos du Cœur sont en difficulté. Ils ont eu quelques millions de dons d'euros de certains milliardaires français, et ils vont avoir une subvention aussi, les Restos du Cœur, de l'État, des aides d'urgence, parce qu'en fait ils ont un déficit, ils ont une dette de plusieurs millions d'euros, ils n'arrivent plus à aider les gens, à répondre à la demande des gens. Il y a trop de personnes qui ont besoin d'aide pour se fournir de l'aide alimentaire, en fait. Donc on a un gros problème, et donc j'avais entendu à la radio qu'on avait aujourd'hui en France, on était à un niveau d'à peu près 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, qui sont pauvres. Donc dans un pays soi-disant riche, donc ça n'est pas normal, Et ce chiffre tend à augmenter, n'a jamais été aussi élevé, et accentué évidemment parce que tout ce que vous savez, l'augmentation du prix de l'essence, qui était à l'époque, il y a 3 ou 4 ans en arrière, une des causes du mouvement des Gilets jaunes, qu'on n'entend plus aujourd'hui, ou très peu. Le mouvement s'est beaucoup égrené à cause de la répression, à cause évidemment le gouvernement joue sur la temporalité, il fait traîner, il laisse traîner, et comme le mouvement contre la réforme des retraites, en espérant que toute la colère du peuple va se fatiguer, va s'épuiser avec le temps. Et donc là, un rare moment, une rare occasion d'apparaître dans la lumière devant une foule de Français, et il l'a loupé. Parce que les gens sont trop en colère. Voilà. Ils ont réussi dans leur politique à monter les Français contre eux. Et ils sont tellement déconnectés de la réalité, ils ont tellement les pieds décollés de la terre, qu'ils ne se rendent même pas compte de l'écart qu'ils ont creusé entre le peuple français et eux, les élites qui le représentent. Donc les gens, évidemment, ont lancé des réactions sur Twitter. J'en ai les poils qui se hérissent.
C'est du velours pour les oreilles, quel beau cadeau que nous fait le public. Incroyable, je n'arrive pas à penser que c'est vrai. Et alors imaginez quelle image la France a renvoyée à l'international avec cette séquence avec les sifflets où son dirigeant, son président de la République est copieusement sifflé, hué par la foule. Incroyable, je n'arrive pas à penser que c'est vrai. D'après BFM TV, c'est uniquement à cause des retraites. McKinsey ne lui a pas dit qu'il aurait mieux fait de s'abstenir au moins, il sait que pour les JO, il pourra pas venir faire l'eau. Ah, c'est vrai que 2024, c'est pas loin. Donc, va y avoir du boulot pour les JO. Déjà, il va y avoir du boulot pour sécuriser Paris, pour assainir la Seine, pour les sports aquatiques. C'est ça la différence entre la démocratie et le régime que tu nous proposes, mon petit poulain. Chez ton tsar Poutine, au moindre sifflet, on se retrouve au goulag. On a entendu ces critiques de la démocratie à l'occidentale. Ouais, mais alors ce propos n'est pas, cette réaction n'est pas, comment dire, n'est pas pertinente. Parce que on en a vu qui ont mis une gifle et qui ont pris de la prison pour moins que ça en l'espace d'une semaine. Voir la vidéo sur l'épisode de la gifle pendant un déplacement d'Emmanuel Macron. Le mec a été jugé à la vitesse de la lumière. Comparution immédiate. Même les juges, ils ont même pas eu le temps de voir le coupable. Il est parti direct en prison. Je crois qu'il a fait 1 an ou 2 de prison. Et plus des travaux d'intérêt général. Des sifflets et des huées couvrent sa voix. Je suis sûr qu'intérieurement, il adore ça. J'aime les Gaulois réfractaires. Le Guignol a pris sa claque. Eh oui. Et Brigitte. Cher Jean-Mich. Oui, parce qu'on a vu, la cérémonie d'ouverture a été l'occasion de voir une scène de la vie de Paris, mais dans les années 30, années 40, avec Jean Dujardin qui jouait le rôle d'un boulanger en bras de chemise, enfin en Marcel, qui conduisait un vélo, un tricycle avec des miches de pain. qui se rendait sur le marché parisien. Mais en fait, c'était une scène totalement surréaliste, parce que c'est plus du tout la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, si tu vas sur le marché parisien, c'est le souk du Togo ou du Burkina Faso. C'est plus du tout la France des années 30 ou des années 40. Voilà quelques images d'autres angles. Là, on les entend bien, les sifflets et les huées. À midi et demi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. J'aime bien le ressortir, ça. Oh my God! C'est honteux! Ah ouais, là, tu peux y aller pour faire ton discours. Je pense qu'il a dû abréger, il a dû enlever quelques paragraphes, parce que le moment devait être assez douloureux quand même. Il a dû trouver la séquence assez longue pendant qu'il récitait son discours. Il en a rien à foutre, vous êtes des gueux, au contraire, il jouit. Lui qui voulait un 3e mandat présidentiel, ça aussi, je pense que ça nous pend au nez. Je pense qu'à un moment donné, ils vont faire on va avoir une pirouette au niveau du scénario. On va avoir un twist scénaristique à la fin du mandat. Ils vont réussir à nous rebalancer le 3e mandat présidentiel. Et il va se représenter comme de par hasard. Le jeune homme avec la photo de Nikola Tesla, j'ai des frissons et le début d'une érection de sentir le dégoût du peuple pour cette marionnette vide et sans intérêt. C'est le bon Dieu qui l'a puni. Allahu Akbar. L'ambiance dans un stade reste et demeurera toujours la même. Arrêtez les clichés. Oh, avec ton gifle. Non, je suis désolé. Il y a d'autres cérémonies où il n'y avait pas autant de sifflets, où un dirigeant n'avait pas été sifflé comme ça. Mérité. Un sentiment de malaise. Vous pensez qu'ils vont aussi siffler le facho ou l'applaudir ? C'est qui le facho ? Oula.
Les fiches n'étaient pas en place sur le pupitre. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein? Tu vois les retombées? Ah merde, j'ai fait un accent, je suis un raciste. Ah, fais chier, je me suis fait avoir. Putain, merde. What the fuck? Ok, bon, tout ça c'est bon. Le réel frappe à la porte de Manu. On va voir d'autres réactions sur Twitter. Alors là, on est sur le compte de Florian Philippot. Comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je n'ai pas de mouvement politique attitré. Je ne suis pas encarté. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni encore moins EELV écologiste, et encore moins wokiste. Mais j'aime bien, quand je capte quelque chose d'intéressant, ou quand quelqu'un dit quelque chose de bien, je le souligne et je le like, voilà. Quand c'est pertinent, je partage. Donc là, il a répondu, Macron très massivement hué, ça fait le tour du monde entier, toute la presse mondiale en parle. En tire-t-il jouissance? C'était si prévisible, cet esprit psychopathique va-t-il déchaîner sa tyrannie pour se venger? Alors, il faut savoir aussi que là, depuis quelques jours aussi, enfin non, c'est depuis quelques semaines, Emmanuel Macron est vivement critiqué aussi par les journaux internationaux et notamment des journaux américains comme le Times, qui le considèrent, qui le qualifie de président incapable et autres. Donc, on est très mal vu au niveau international, il faut le savoir, hein. La Sky News, French President Emmanuel Macron booed Rugby World Cup Opening Ceremony. Et là, c'était Aries Online, donc je pense que c'est un journal espagnol. Donc pareil, alors là je comprends pas du tout, je parle pas espagnol, donc je pense effectivement qu'il partage à nouveau la critique, enfin The Telegraph aussi, Rugby World Cup Opening Ceremony, Emmanuel Macron boos overshadow confusing production. Là on voit qu'il fait la gueule, hein. Il est mal à l'aise. Je suis pas sûr que ça l'ait excité tant que ça. Justement, quelqu'un qui est très imbu de son image, qui se considère comme Jupiter, et qui a un ego surdimensionné, qui aime bien occuper l'espace médiatique autant de fois que ça, aussi énormément, qui est tout le temps dans la démonstration, qui aime se mettre en scène, qui fait très attention à son image, je pense que qui veut faire Jones, je pense que c'est là ça lui met un coup au moral. Et sachez aussi, si je peux me permettre de vous remémorer aussi, je crois qu'au printemps 2023, il n'était pas en grande forme, hein. Il avait il y a eu des articles là-dessus, c'était au moment de la réforme des retraites et des contestations, et il avait une baisse de morale, hein, suite à sa baisse de popularité. Donc justement, un homme politique est très attentif à sa cote de popularité. Même s'il manipule les chiffres. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'il voit quand même aussi les chiffres réels. Et ils en sont conscients, et justement, ils essayent de contrebalancer ou de réagir par rapport à tout ça, et quand ils voient qu'ils sont impuissants, c'est là où en fait ils perdent le moral. Alors là, il y a quelqu'un qui est un peu dans l'opposition et qui a balancé une vidéo de Philippot où lui aussi avait dû, ça devait être à l'occasion d'un procès ou je sais pas quoi. Philippot qui se faisait huer, mais ça devait être par des opposants politiques. Alors ça, on peut pas empêcher les réactions d'opposants politiques, les uns les autres qui viennent polluer les comptes Twitter des uns et des autres. Ça, évidemment, c'est obligé. Monsieur Bruno Le Maire, ah, ça c'est sympa, c'est rigolo. Nous avons mis à genoux les All Blacks.
J'ai envie de dire, les All Blacks sont actuellement très dilatés. Si je me permettais de rebondir sur une œuvre littéraire qui a été pondue il y a très peu de temps. Oui, alors évidemment, il est très critiqué par les opposants politiques. Donc son compte Twitter est assez pollué par les opposants. C'est de bonne guerre. Mais c'est pour ça que j'aimerais pas faire de la politique, parce que tu sois dans un camp ou dans un autre, t'es obligatoirement critiqué, vivement critiqué et attaqué par les personnes en face qui te considèrent comme un ennemi à tuer absolument et qui vont tout faire, même vider les poubelles pour essayer de te trouver des poux dans la tête et pour essayer de te ternir ton image et même de tes proches, de ta famille, pour essayer de te détruire. Et ça, j'ai jamais compris ça dans la politique, en fait. C'est des manœuvres fallacieuses, dégueulasses, et c'est tout ce que je déteste dans la politique. Et je ne comprends pas les gens qui rentrent dans la politique, qui font ces pratiques-là, ces manœuvres-là en politique. Ça ne fait pas avancer le débat, ça ne fait pas avancer la démocratie, ni les causes, en fait. Au contraire, ça nuit à leurs images respectives. Et je ne comprends pas, toujours pas, pourquoi les gens agissent comme ça, sont dans le conflit permanent, dans l'insulte, dans le dénigrement et dans salir l'image de l'autre, pour cette volonté de détruire. Cette négativité, en fait. Non, est-ce qu'on peut plutôt essayer de débattre dans un bon esprit, d'homme à homme, dans une sorte d'honnêteté intellectuelle, quand la personne en face a raison sur un point, le reconnaître, et aussi accepter des fois de se remettre en question sur certains points, et d'essayer de faire avancer une discussion. Or aujourd'hui, on voit bien, ça fait des dizaines d'années que le débat politique en France est mort. On a des personnes qui sont opposées, des fois ils arrivent à s'entendre sur certaines questions, mais comme par hasard, c'est souvent sur les questions des salaires, des députés, des parlementaires, des sénateurs et autres, ou du mandat présidentiel, ou des choses comme ça, ou des subventions qu'ils vont s'attribuer mutuellement. Sur ces questions-là, en général, ils se tombent toujours d'accord. Ou sur la question de s'augmenter la retraite, les droits à la retraite, une fois que ces élus partent à la retraite. Par contre, ou alors sur la question de demander aux Français de faire plus d'efforts, ou de faire augmenter les prix de l'essence. Ça, en général, ils tombent toujours d'accord, ou sur la question de créer de nouvelles taxes, d'augmenter les impôts. Ça, en général, ils tombent toujours d'accord là-dessus aussi, parce que c'est ce qui leur permet ensuite d'augmenter leur salaire. Par contre, sur des vraies questions de société, des sujets de société, là, les couleurs politiques vont revenir au grand galop, le naturel va revenir au galop, et pour les médias, pour l'image, on va s'opposer gentiment, et on va être dans ces tiraillements, dans ces luttes intestines, pour être dans la division, pour montrer qu'on est dans la division et qu'on est dans le combat. Parce que on essaye de faire appel aux valeurs nobles du combat, de la guerre. Voilà, on est des combattants. Parce que du combat va naître forcément un vainqueur et un perdant. Gloire au vainqueur. Voilà. Sauf que dans ces combats politiques, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Pour moi, le seul perdant, c'est le peuple français. Et aussi les politiques, comme on le voit avec cette vidéo où le politique est finalement perdant puisque les gens le détestent. Et alors j'avais reposté la vidéo, effectivement, parce que BFM TV avait aussi balancé une réaction. Honte internationale, humiliation, les réactions politiques au sifflet contre Emmanuel Macron au Stade de France. Et moi j'avais réagi, on se demande bien pourquoi. Voilà, évidemment, moi j'ai très peu de réactions sur mon compte parce que j'ai très peu de followers, donc à l'occasion, vous voyez, mon compte c'est DosGeek, n'hésitez pas à venir me follow sur mon compte Twitter. Des fois, je partage des trucs intéressants. Je dis ça, je dis rien, hein. C'est pour me sentir un peu moins seul sur Twitter. Bon, on va finir sur un petit article du Figaro.
Emmanuel Macron sifflé au Stade de France. Pourquoi l'hyper-exposition médiatique ne fonctionne plus? Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, le 8 septembre, le président de la République a été sifflé par une partie du public. François Bellet, spécialiste de la communication politique, y voit le signe d'un rejet des coups d'éclat médiatiques et des effets d'annonce. Ok. Dans la matrice socio-médiatique où tout est à voir et à revoir, à partager et à commenter, l'apparition du politique comme premier objet de contemplation des masses devient par principe une séquence que l'on labellise de facto image du jour pour le besoin du clic et de l'audimat. En toute logique, les sifflets autour de l'apparition sans surprise d'Emmanuel Macron lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France n'échappent pas à cette règle. Certes, les sifflets n'ont pas duré, mais ils ont retenti suffisamment. Évidemment que quand les joueurs sont arrivés, ils ont arrêté les sifflets. Les joueurs, eux, ils ont été acclamés. Parce que les joueurs, eux, ils ont un honneur. Et ils sont là pour défendre des valeurs nobles. Le président de la République actuelle ne représente rien. Au contraire, s'il représente quelque chose, il représente la destruction, le chaos. Mais ces sifflets, ils ont retenti suffisamment longtemps pour en devenir un hashtag consommable et truster les premières places du trend topic. S'ils traduisent la popularité manifeste du chef de l'État, ces sifflets sont intéressants car ils montrent aussi les limites du diktat de la com et de l'apparition continue comme mode de gouvernance. Matinale radio entre 7 et 9h, interview en duplex entre midi et 2, débat sur les plateaux en access à partir de 18h, live en streaming depuis un compte Twitch ou une chaîne YouTube à 20h, invitation dans les talk shows à 23h, retweet puis dernier tweet à minuit. À l'ère de l'hypercommunication et de l'allocution continue, la politique n'est devenue qu'apparition, effet d'annonce et commentariat. C'est vrai que si vous faites bien attention, si vous écoutez la radio le matin, vous pouvez constater que sur France Info par exemple, ou sur d'autres radios du système comme RMC ou autres, vous pouvez remarquer quasiment tous les matins de la semaine, vous avez un ministre qui est interviewé, qui est là pour défendre le plan de communication ou des annonces du gouvernement. Donc c'est quasiment tous les matins. Avant 9h, vous avez un ministre qui répond à une interview sur un sujet, sur une annonce en particulier. C'est fou en fait à quel point le temps et l'espace qu'ils occupent à communiquer. Comparativement aux autres tâches, aux autres fonctions qu'ils doivent occuper en tant que ministre. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, a été créé un ministre, enfin un porte-parole du gouvernement. C'est lui qui doit s'occuper de la communication. Et pas chaque ministre respectif qui doit être hyper présent dans l'espace médiatique tous les 2 jours ou tous les jours. Au centre de toutes les attentions, désormais, l'homme politique, toujours premier sur l'événement, ne quitte plus l'écran et son bandeau déroulant. Co-responsable du bruit permanent, il est devenu aujourd'hui l'égal du consultant, de l'animateur ou de l'expert des plateaux. Il apparaît puis tourne en boucle sur lui-même. C'est un fait. À l'heure de l'ultra-personnalisation du pouvoir, l'apparition du politique depuis l'Élysée sur un terrain de football, dans Pif Gadget ou en direct, on avait fait une vidéo sur Pif Gadget, ou en direct sur Instagram, n'a plus rien d'exceptionnel, si bien qu'aujourd'hui tout contenu politique se vaut. C'est juste que ça contribue à faire baisser l'importance du contenu politique en fait. Si cette bande-son illustre de toute évidence un rejet lié au fond, les retraites, le pouvoir d'achat, l'inflation, l'insécurité, les sifflets témoignent probablement aussi d'un rejet lié à la forme de l'émetteur. À force de s'exposer et de trop parler, de ne gouverner plus que par l'image, les coups de com' et les mots, le politique a fini par ne plus être audible et la parole publique par perdre inéluctablement de sa valeur et de son crédit. À travers les sifflets à l'encontre d'Emmanuel Macron, c'est la figure même de l'homme politique qui est aujourd'hui remise en cause publiquement quand elle n'est pas tout simplement rejetée. En réalité, l'homme politique paye aujourd'hui, cache cet excès de com' qui met à distance le citoyen, éloigne les idées et nuit à la classe politique. Résultante d'une surexposition, les sifflets du Stade de France
énième marqueur de la défiance à l'égard du pouvoir et des élus, s'explique selon moi aussi pour des raisons de communication. Pas seulement politique, si cette bande-son illustre de toute évidence un rejet, alors ça je l'ai lu, rejet lié aux retraites, au pouvoir d'achat, tout ça. Ok. La com pour la com, souvent prévisible, apparaît comme dépassée, même contre-productive. Et souvent, dans le cas d'Emmanuel Macron, ça devient systématiquement quasiment contre-productif. L'homme politique doit dorénavant apparaître et parler quand il a quelque chose de fort et d'utile à dire afin d'être de nouveau attendu et désiré. Dans un monde multicrise, instable et incertain, le citoyen n'attend pas des buzz, des flash mobs ou des happenings, mais une vision, un cap et un projet commun. Seule matière première possible à une parole publique solide, sensée et utile. C'est vrai, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vraie vision. On n'a aucune vision. Si, on a une vision du chaos. Ça, du chaos, de l'insécurité, de la crise économique, de l'inflation, des difficultés. Le salut de la communication politique et donc de la fonction... Et en fait, on ne voit pas comment on va se sortir de tout ça. Et c'est pour ça que les gens sont en colère. Et ils voient que... Ils se disent, comment on en est arrivé là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou plutôt, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour qu'on en arrive là? Le salut de la communication politique et donc de la fonction d'élu ne viendra pas des coups d'éclat et des effets d'annonce, qui sont souvent suivis de rien, qui sont pas suivis de faits. Les effets d'annonce aussi bien scénarisés, vus et commentés soient-ils, mais des actes uniquement bien ancrés dans le réel et la vie en vrai. Les gens, les Français, veulent avoir des actes qui ont du poids, qui ont de la valeur et qui sont concrets et qui font avancer les choses positivement. Les gens ne veulent plus subir et ne veulent plus être dans la souffrance. Mondial de rugby est-il encore permis de célébrer une France des traditions sans être jugé rance? Ou plutôt ringard? Bah, c'est vrai. Après, moi ça me dérange pas, la France de Jean Gabin, la France de Louis de Funès, la France de Marcel Pagnol. C'est la France des cartes postales, du Mont-Saint-Michel, du gendarme de Saint-Tropez. Moi, j'aimerais tellement qu'on revienne à cette France des années 50, cette France des années 40, la traversée de Paris, des films comme ça, des Fantomas, des trucs comme ça. Enfin, c'est ça, c'est sur cette culture, sur ce patrimoine que je me suis construit, moi, qu'on s'est construit. Avec des acteurs comme Delon, comme Belmondo, comme Jean Gabin, comme Lino Ventura. On a perdu tout ça, puisque la France s'est américanisée quelque part. Et c'est Emmanuel Macron qui disait le premier qu'il n'y a pas de culture française, ou en tout cas il n'y en a plus. Et bien mal lui en a pris, parce que non, au contraire, il y a une culture française. Moi je suis persuadé du contraire. Il y a une culture française, mais par contre il faut être conscient qu'il y a des gens au pouvoir qui sont là pour détruire, ou pour déconstruire, comme aime bien dire Sandrine Rousseau, cette culture française qui compose ce terreau du pays, ce terreau français, ce creuset. Pourquoi une nation elle tient? Pourquoi elle est solide? Pourquoi elle a de la consistance et elle est forte face aux tentatives d'invasion ou de siècle après siècle? Elle est solide, elle résiste à l'envahisseur parce que elle s'appuie sur des valeurs. Elle a été construite grâce à l'effort, au travail de communautés qui travaillent ensemble, de familles, de grandes familles, des hommes qui avaient des valeurs, sur des valeurs comme notamment l'honneur, la défense des plus faibles, la patrie, la sécurité, l'honnêteté, la franchise, le sens du devoir accompli. Est-ce que aujourd'hui on a conservé encore toutes ces valeurs?
Je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'on peut retrouver ces valeurs dans les religions. Et ce serait être dans le déni total de ne pas admettre que la France, de siècle après siècle, elle s'est construite sur cette religion judéo-chrétienne, la religion catholique. Mais à un moment donné, à partir de la Révolution française, on a commencé à faire ce travail de séparation de l'Église et de l'État pour devenir une république laïque. Donc c'est la Révolution française qui a apporté ça, c'est-à-dire le peuple a voulu se séparer de la religion, et on a commencé à mettre en avant, à faire la promotion de l'athéisme. Les gens aimaient bien se dire athées. Voilà, je ne crois pas en Dieu. Alors moi j'ai un problème avec ça, parce que même si tu dis que tu ne crois pas en Dieu, tu es obligé de croire en quelque chose, parce que c'est ça qui fait avancer dans la vie. Si tu ne crois en rien, qu'est-ce qui va te faire avancer dans la vie? Pourquoi est-ce que tu vas travailler? Pourquoi est-ce que tu vas te lever le matin pour aller... qu'est-ce qui va te donner le sens de l'effort? Pourquoi est-ce que tu mets autant d'énergie, autant d'efforts pour aboutir à quelque chose? Tu es obligé de croire en quelque chose. Tu dois bien croire dans la famille ou dans des valeurs. Mais tu te rends compte que ces valeurs, finalement, on les retrouve dans les religions. Et moi, je trouve que si tu ne crois en rien, eh bien, je trouve que c'est, quelque part, c'est se retrouver un peu seul dans la vie. Est-ce que c'est pas quelque part céder un peu de croire que peut-être on a quelque chose... il y a quelque chose ailleurs, autre part, qui nous entend, ou qui peut-être nous écoute, ou qui peut-être interagit avec nous, sans qu'on le sache, et qui nous aide. On parle souvent du karma, des énergies, on parle le karma, c'est justement ça, c'est-à-dire que ça peut être une religion comme une autre, le sens du karma, c'est-à-dire... j'émets de l'énergie positive pour créer quelque chose, et le positif va amener du positif. En revanche, si je produis du négatif, le négatif va m'envoyer en retour du négatif. Le karma, c'est l'univers. On évolue dans un univers, on évolue dans un environnement où tout est en mouvement, et tout interagit ensemble, tout est connecté. Et je ne peux pas croire que on est connecté à rien du tout. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'aime croire qu'il y a un Dieu, et bien sûr chaque religion a ses côtés négatifs et ses côtés positifs, et je pense que même quand il y a des côtés négatifs comme des délits, des crimes ou autres, bien il faut les reconnaître. Et il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Il faut sanctionner, dans n'importe quelle religion, il faut sanctionner les gens qui commettent des crimes ou des délits. Ça vaut aussi bien pour le christianisme que pour le bouddhisme, que pour l'islamisme ou autre. Et je ne comprends pas qu'une religion, quand on lui dit que le Coran veut que... Le Coran, par exemple, dit que on doit fouetter une femme, ou on doit... tuer telle peine, tel délit mérite la mort ou autre. Je ne comprends pas qu'une religion, à un moment donné, prescrive la mort, ou prescrive la torture, ou... non, au contraire, une religion, elle doit apporter un bien-être, elle doit épauler, elle doit accompagner une personne dans son développement personnel pour lui apporter des choses positives. Si à un moment donné, une religion... Vous voyez qu'elle préconise la violence, elle préconise la haine de l'autre, et elle préconise le conflit, et la violence, la destruction. À un moment donné, peut-être, posez-vous des questions. Est-ce qu'à un moment donné, il vaut peut-être pas mieux remettre en cause cette religion? Donc voilà, encore une fois, un débat qui peut en amener un autre, et on peut partir très loin comme ça. Mais voilà, ça résume très bien, cette scène résume très bien le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire que quand on ne représente aucune valeur, quand on ne porte pas de valeur,
quand on déconstruit tout, parce qu'il l'a dit lui-même, hein, le président de la République, dans certains de ses discours, c'est-à-dire que on remet en question certains systèmes, comme par exemple l'enseignement, l'éducation nationale, tout ça. On déconstruit pour essayer de construire à nouveau quelque chose dessus. C'est la destruction créatrice. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas persuadé que le fait de détruire systématiquement, ça va apporter du positif. Au contraire, ça ramène en arrière et ça gomme justement les choses qui ont marché. Pourquoi justement à ce moment-là ne pas capitaliser, ne pas s'appuyer sur les choses qui ont marché et être plus sélectif et mettre de côté les choses qui n'ont pas marché. Donc s'appuyer sur les choses positives, les choses qui marchent pour continuer à avancer et à améliorer, continuer à améliorer encore plus. On gagne un temps énorme, un temps précieux. Alors que la stratégie de tout détruire pour repartir sur la politique de la terre brûlée, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est très rétrograde, c'est une stratégie du Moyen-Âge, et c'est un peu comme si je voulais être beaucoup plus radical que ça, pour résumer, ce serait on est trop nombreux sur Terre, on est plusieurs milliards, on est presque 8 ou 9 milliards, eh ben ce serait bien d'avoir une bonne guerre ou une épidémie pour réduire la population drastiquement et pour supprimer 3 milliards de personnes sur Terre. Voilà. Ça, c'est la politique de la terre brûlée en quelque sorte. C'est-à-dire on détruit pour repartir sur des bases saines et on reconstruit de zéro. Et évidemment, en maintenant toujours une certaine forme de privilège pour toujours les mêmes. En préservant une certaine hiérarchie, n'est-ce pas? Un ordre établi de génération en génération. Donc voilà, après, donc pour résumer, pour conclure cette vidéo, je dirais que un homme sans valeur, qui ne représente rien, qui ne représente aucune valeur, qui au contraire représente la destruction des valeurs, comment peut-il s'attendre en retour à avoir une manifestation de le valorisant de la part du public, de la part du peuple français? Non, un homme sans valeur ne peut s'attendre qu'à une réaction méprisante et un manque de respect manifeste envers sa personne. Il ne peut pas espérer rien d'autre. Donc, tout ce qu'on peut nous espérer, c'est que peut-être qu'à un moment donné, cette personne va essayer va faire l'effort de se remettre en question un minimum et va accepter d'être à l'écoute et de corriger ses erreurs. Mais je suis pas très optimiste là-dessus, parce que c'est quand même son deuxième mandat. Et il nous a prouvé plusieurs fois par le passé qu'il était incapable de tirer des leçons des expériences passées et des débats publics, des discussions qu'il avait eues avec beaucoup de personnes. C'est souvent des discours qui sont des débats qui sont infructueux, qui restent sans conséquences, sans résultats, sans effet notable. C'est juste des débats publics qui ont été mis en place pour une image, mais on a bien vu que ça n'a pas été suivi de fait par la suite. Et c'est pour ça que les gens sont lassés. Et là, depuis quelques jours, ils commencent à parler de référendum, de préférendum, sous la pression des Français. Alors au départ, c'était référendum, puis ils l'ont fait évoluer en préférendum. C'est-à-dire, on va même pas vous suggérer des questions, enfin vous poser des questions directes sur un sujet. Non, on va vous suggérer des questions, enfin des sujets, et vous allez nous dire si vous préférez plutôt ci ou ça, qu'on prenne telle direction ou plutôt telle direction, mais c'est juste une consultation, hein, on va pas forcément la suivre. Donc encore une fois, on joue sur les mots, on joue sur la communication, sur la forme, mais pas sur le fond. Et c'est ça qui est dommage. Et en faisant comme ça, en appliquant cette stratégie, on ne construit pas de la valeur. On ne construit pas de la richesse. D'accord ?
Et du coup, une nation, de cette façon, elle se déprécie, elle perd de la valeur, elle recule, elle retourne dans le passé. C'est comme ça qu'une nation revient petit à petit, elle retourne au Moyen-Âge. C'est malheureux. Et en parallèle, à côté de ça, on a d'autres pays émergents dans le reste du monde qui, eux, se posent beaucoup moins de questions et qui foncent, qui sont en train de se développer à vitesse grand V, qui réunissent des capitaux, qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, et qui subtilisent, qui prennent la place de la France dans de nombreux classements mondiaux, industriels, économiques, militaires, en termes de culturel, plein de choses comme ça, même en matière d'énergie. C'est triste. Donc je dirais pour conclure que il les a bien mérités, ces sifflets. Et même je dirais qu'il en mérite encore beaucoup d'autres. Mais à mon avis, c'est très difficile de faire changer les personnes. Le naturel revient souvent au galop. Une personne ne peut changer que si elle en a la volonté. On ne peut pas la forcer à changer. À part peut-être lui faire un lavage de cerveau. Mais on va pas en arriver jusque-là pour l'instant. Alors les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos réactions? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous étiez au Stade de France? Est-ce que vous avez participé au sifflet? Est-ce que si vous y aviez été, est-ce que vous auriez sifflé vous-même? Pour quelle raison? Voilà. Comment est-ce que vous pensez que la situation va évoluer? Est-ce que la situation de la France va évoluer positivement? Ce serait intéressant à savoir quelles sont les perspectives que vous envisagez pour la France. Comment ça va se passer pour les JO 2024, hein, c'est déjà un bon signe avant-coureur, hein, ce qui se passe durant cette Coupe du Monde de rugby qui va durer un mois. Je vous invite d'ailleurs à regarder tous les matchs. Moi on a mis en place le planning à la maison avec les enfants. On va essayer de regarder pas mal de matchs tous les soirs. Et puis voilà. Oula, j'ai tapé dans le micro. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la TV42, peut-être, sur tout type de sujet, hein. Je me ferme pas de porte, vous l'avez bien compris. Même dans le mode de réflexion, dans la pensée, il faut pas se fermer des portes, il faut au contraire ouvrir des portes. Et c'est ça qui apporte l'objectivité, le recul nécessaire pour pouvoir avoir un avis sur chaque situation, pouvoir se faire un avis, et souvent pour faire le bon choix. Quelle est la bonne posture à adopter sur telle ou telle question. Allez, on se retrouve très vite. D'ici la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Attention, hein, parce que le virus du Covid revient. Et la variole du singe, attention à vos fesses. Prenez soin de vos proches aussi, prenez soin de vous. Gros bisous à vous. Et puis, on se dit à très vite. Voilà, sur la TV42. C'était DosGeek, laissez parler le geek qui est en vous, et à très bientôt. Bye bye.